c'est de toute façon moins difficile. On reprend. Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes. À ma droite, Nadia Lamarbi et Djemal Mohamed Taleb. En face d'eux, Lucien Bambou. Ouvrons notre dossier du jour. Focus sur les centres de santé en Côte d'Ivoire. Le Parlement ivoirien vient de voter une loi sur la couverture maladie universelle. Elle doit permettre aux populations de se soigner à moindre coût. Cela suppose également la création de structures en nombre suffisant pour les accueillir. Un reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le secteur de la santé est l'une des priorités du gouvernement. C'est pour cette raison que l'année 2013 a été décrétée année de la santé. Cela s'est matérialisé par un effort budgétaire pour améliorer les infrastructures de santé. Le pays compte 2091 établissements sanitaires. La pyramide de la santé est constituée des centres de santé de premier contact que sont les dispensaires, maternités et centres de santé à base communautaire. Ensuite viennent les hôpitaux et enfin les CHU, centres hospitaliers universitaires, qui sont au nombre de 4. Comment fonctionnent ces structures de santé? Ont-elles des plateaux techniques de qualité? Le secteur dispose-t-il des ressources humaines nécessaires? Comment va être implémentée la couverture maladie universelle? Ce sont les préoccupations des professionnels de la santé et du gouvernement. L'année de la santé a été justement l'année de mise en place, de revue de l'état des lieux, n'est-ce pas, de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé plusieurs chantiers en même temps, dont vous allez voir l'aboutissement fin 2014 et en 2015. En attendant, les responsables d'établissements sanitaires font des efforts pour prendre en charge les malades avec les moyens dont ils disposent. 14 000 consultations de médecine générale, 13 000 en pédiatrie et 1184 accouchements en 2013 pour le centre de référence qu'est devenu l'hôpital général de Bingerville. Nous sommes là depuis 2012 et nous avons fait beaucoup de choses, toujours avec tous les agents ici. Nous sommes 157. Donc c'est tous ensemble, nous avons vraiment fait beaucoup de réformes dans cet hôpital qui est désormais devenu très fréquentable. Donc en 2012, nous avons eu un prix qui nous a classé meilleur hôpital de la région Abidjan 2. En 2013 également, nous avons eu le même prix, donc 2 années de suite, d'efforts vraiment à récompenser. L'un des centres de santé de premier contact est le centre de santé urbain à base communautaire d'Arras 3 dans la commune de Trècheville à Abidjan. 4 médecins, 5 sages-femmes, 4 infirmiers et 10 aides-soignants s'attellent à y prodiguer les premiers soins aux riverains. Nous faisons en moyenne entre 50 et 60 consultations prénatales par jour. Les accouchements, nous faisons en moyenne 100 accouchements par mois. Au niveau du dispensaire, nous avons autour de 50 consultations par jour. Au niveau de la pédiatrie, le nombre de consultations pédiatriques tourne autour de 30 consultations de pédiatrie par jour. Le personnel s'efforce de satisfaire les malades et les parents de malades. Il s'agit de les traiter pour qu'ils ne se rendent pas dans les hôpitaux plus importants qui doivent s'occuper des cas graves. Le centre ne dispose pas de matériel. Pour pouvoir prendre en charge les prématurés, les cas de césarienne, il n'y a pas de bloc ici. En cas de complications, on les réfère au CHU de Trècheville. Maintenant, pour celles qui peuvent aller en clinique, elles s'en vont. Sinon, c'est au CHU qu'on les réfère. Avec les prématurés aussi, on les envoie au CHU. On peut avoir un accident. Si le cas n'est pas aussi trop grave, qu'on peut faire le pansement ici. On fait, au cas où c'est trop grave, on réfère la personne au CHU de Trècheville. Le problème des hôpitaux, c'est que très souvent, les malades se présentent avec des traumatismes qu'ils auraient pu faire traiter dans les dispensaires. Cette situation engorge ces CHU et ne leur permet pas, par exemple, de remplir leur rôle de centre de référence. Cela est le fait d'un déficit d'information parce que les centres de proximité sont très appréciés en général. Moi-même, c'est ici à accoucher, j'ai fait tout ici. Je suis venue avec ma petite tante. En tout cas, à chaque fois qu'elle vient ici, c'est très bon. Puis il y a ma tante, elle s'occupe bien très de nous. Le prix n'est même pas cher. Tout le monde est gentil. Bon, c'est pas ma première fois, c'est ma deuxième fois. Quand je viens ici, je me sens bien. Prends bien soin de moi. Sinon, j'ai fait mes consultations ailleurs, mais je préfère accoucher ici. Les plateaux techniques des structures de santé publique étant souvent inadaptés, les Ivoiriens sont obligés de se tourner vers les cliniques et centres médicaux privés qui disposent de matériel de pointe. Ici, la problématique, ce sont les coûts de prestations qui sont onéreux. Contrairement donc aux structures publiques, ne viennent dans le privé
en majorité que les gens qui ont une assurance. Parce qu'il faut avouer que les tarifs sont assez élevés quand même par rapport aux revenus de l'Ivoirien moyen. On a des conventions particulières avec les mutuelles qui gèrent donc des personnes qui ont des revenus, on va dire, un peu moins élevés, et on accepte de leur faire une tarification spéciale pour, on ne va pas dire faire du social, parce que bon, c'est quand même une entreprise qui a besoin de rembourser ses crédits, mais essayer de faire des facilités pour les patients qui ont moins de moyens, on va dire. La structure du docteur Lekoson Tanoé est par exemple l'une des rares à disposer d'un appareil de mammographie très utile pour la lutte contre le cancer du sein. Il permet de pratiquer un examen très désagréable pour les patientes, mais qui permet de détecter la maladie très tôt. Les rayons X sont émis par cette structure. La patiente place le sein ici, donc on peut faire monter ou descendre la machine en fonction de la taille. Une fois que la patiente a installé comme ça ou comme ça en fonction du sein qu'on veut examiner, le technicien se met derrière et tac, tac, une dizaine de minutes maximum. On fait 2 ou 3 radios sur le sein droit, 2 ou 3 radios sur le sein gauche, et puis c'est tout. En plus de la faiblesse des plateaux techniques, le secteur de la santé publique est confronté au problème crucial des ressources humaines en nombre insuffisant pour faire face à l'affluence des patients. De façon générale, tous ceux qui sortent de l'INFAS n'arrivent pas à couvrir les besoins de l'État. Mais au niveau des médecins, le problème c'est une question peut-être de moyens de recrutement. Des hôpitaux comme le CHR, le centre hospitalier régional de Bondoukou, un grand centre de référence, n'a que 6 médecins. 6 médecins pour un hôpital régional. Alors que nous sommes là encore, il y a des médecins qui sont sortis de la fac, qui sont encore là, qui ne sont pas recrutés. Bon, comment peut-on expliquer cela? Pourquoi on ne peut pas recruter pour pouvoir couvrir ses besoins? Le secteur de la santé souffre du manque d'infrastructures. Les responsables font cependant preuve d'imagination pour améliorer les choses. Ce bâtiment, nous l'avons construit en partie sur fonds propres avec l'aide de l'État. Nous avons commencé il y a environ 3 ans par payer des chargements de sable, du ciment et faire couper les briques dans la structure que nous avons entassée. Et chaque fois que l'État nous apporte de l'aide, on montait des pans de mur. Donc au bout de 3 ans, nous avons réussi à construire ce bâtiment-là. Nous n'avons pas grand-chose, mais le peu, nous l'utilisons avec beaucoup d'efficience. C'est un peu cela. Tout le personnel est entièrement disponible, à l'heure, respectueux, n'est-ce pas, de toutes les directives, ce qui fait qu'ici, il y a très peu de plaintes. L'année dernière, c'était l'année du bloc opératoire et du bon accueil. Nous avons rempli notre mission, le bloc opératoire fonctionne, les gens sont bien accueillis, et cette année, nous pensons au personnel, donc c'est l'année du personnel. Le diagnostic du secteur de la santé en Côte d'Ivoire n'est pas très reluisant. Au déficit en matière d'équipement s'ajoute le manque de personnel de santé en nombre suffisant pour soigner la population. La situation est encore plus critique dans les zones rurales comparée au milieu urbain. Professionnels de la santé et population fondent de grands espoirs après le vote le 24 février par les députés de la loi sur la couverture maladie universelle. Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Cela est de bon augure pour la population parce qu'à cette occasion, l'État va investir massivement pour améliorer les centres de santé sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nadia, quels sont les points qui ont retenu votre attention dans ce reportage? J'avoue que je suis toujours un petit peu, quelque part, attristée par les images. Lorsqu'on voit l'état général des infrastructures de santé, lorsqu'on voit un peu la situation, même si ce n'était pas triste en soi. Mais c'est vrai je me dis que ça pourrait être mieux. Ça pourrait toujours être mieux, que ça pourrait être plus aseptisé, par exemple, parce qu'on voit dans des salles, par exemple la salle des nouveau-nés, où on voyait cette bulle qui est censée être aseptisée, qui était un peu perdu dans un coin. Je trouve ça un peu dommage. Donc j'ai trouvé très intéressant le fait que le journaliste ait pris le temps d'aller dans différents types d'organismes, que ce soit privé ou public, des hôpitaux en région ou des hôpitaux de quartier, des centres dispensaires. C'est intéressant de voir les différents types de structures de santé et comment chacune a ses propres difficultés et chacune a aussi ses avantages.
la proximité pour certains, le suréquipement pour la clinique privée, le fait que les plateaux techniques soient meilleurs dans les hôpitaux publics, parce que, en effet, souvent le personnel de santé dans les hôpitaux publics est plus disponible, enfin pas plus disponible, c'est pas le terme, mais disons que les investissements sont plus importants, on va dire. Djemal, que vous inspire ce cas exposé de la Côte d'Ivoire? Alors, le petit Mauritanien que je suis voyait ses parents aller se soigner en Côte d'Ivoire. Et je peux vous garantir qu'ils ont changé d'avis depuis quelques années, malheureusement. D'une part, à côté de la guerre, mais d'autre part, à cause du délabrement général du système. Et donc, évidemment, d'autres pays ont pris le relais. Moi, je suis toujours frappé par un grand pays comme la Côte d'Ivoire. C'est valable pour le Congo, c'est valable pour le Kenya, et qui ne sont pas capables d'assurer une couverture médicale à ce point développée. C'est une question de moyens. Ça n'est pas seulement une question de moyens. C'est d'abord, à mon avis, une question d'organisation. Je prends un exemple. La Libye tire 60 milliards par an de son pétrole, en tout cas tiré du temps de Kadhafi. Les Tunisiens vivent avec moins de 10 milliards. L'hôpital de Tripoli, c'est Tunis. C'est d'ailleurs que la question des moyens n'est pas suffisante. Deuxième chose, j'ai visité il y a un mois ou 2 mois le centre médical fait par l'Ordre de Malte à Dakar. Il est logé à l'hôpital de Fan. Ils vivent avec $1 million par an. Ils sont d'une organisation impressionnante et ils reçoivent des malades au-delà de la lèpre pour lequel le centre de santé était constitué au départ. Ils ont l'un des blocs opératoires les mieux développés. Et quand j'ai discuté avec le directeur de l'hôpital, il me dit « on a des difficultés. On a des difficultés parce que les gens sont pauvres. Ils ne peuvent pas payer. On leur fait payer ce qu'on peut. Mais la vraie difficulté qu'il y a par ailleurs et qu'eux ont surmonté, c'est l'organisation. Parce qu'on n'est pas capable d'organiser. Je viens d'un autre exemple. L'hôpital Mustapha à Alger. C'était le phare de la France coloniale dans la région. Excusez-moi, quand le président algérien est malade, il va se soigner en France. Et donc, il y a là des difficultés comme ça, réelles, liées à l'organisation. Le reportage est bien fait et il montre à quel point le personnel de santé n'est pas en cause. Il est de bon niveau en général. Il n'est pas très nombreux parce que dans nos pays, le ratio du nombre de médecins rapporté au nombre d'habitants n'est pas encore là. Le compte n'est pas fait encore dans le domaine de l'investissement. Mais le personnel de santé qui travaille en général est de bonne qualité. Un de mes amis médecins en Mauritanie qui s'appelle le Dr Dieng me disait l'autre jour que l'une des difficultés qu'ils avaient majeures, c'est juste les moyens au quotidien pour travailler. Mais il me dit au-delà des moyens, il me dit c'est la pression que nous avons des pouvoirs publics de façon générale et l'incapacité qu'ont les uns et les autres à s'organiser pour offrir une couverture de maladie raisonnable. La deuxième chose qui plombe l'ensemble de nos pays, c'est les évacuations sanitaires à l'étranger. Quand vous faites le compte du nombre de... C'est valable pour la Mauritanie, c'est valable pour le Congo, c'est valable pour tous les autres. Le nombre de malades à l'étranger, rapporté donc au budget d'investissement dans le domaine de la santé, vous êtes absolument effaré. Ce qu'on appelle les couvertures maladie universelles sont souvent des protections générales pour que les gens aillent se soigner à l'étranger. Ça coûte très cher à l'État, parce que l'évacuation coûte cher. Ça coûte cher au malade lui-même et à sa famille, parce qu'il faut acheter des billets, il faut se loger à l'étranger, au-delà du coût de la santé elle-même. Lucien, c'est également votre avis, c'est avant tout une question d'organisation? Sandra, oui, la question d'organisation au-delà de la médecine est au cœur justement de tout le développement de l'Afrique. Djemal a soulevé une série de questions en fait, une série de problèmes. D'abord sur l'évacuation sanitaire, n'est pas évacué sanitairement qui veut. Ce sont souvent les notables des régimes politiques qui sont évacués. Pas seulement. Oui, pas seulement. Mais non, souvent pas seulement. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les... Pas seulement. Je l'ai dit, attends, Lucien, je l'ai dit, c'est la Mauritanie, par exemple. Et généralement, tout le monde est évacué. Tous les fonctionnaires sont évacués. Bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, il y a effectivement, en fonction des pays, des politiques complètement différentes. Bon, c'est la première remarque. La deuxième remarque, on aurait aimé que Mme Kofi, ministre de la Santé, formula une politique de la santé, en fait, par rapport en support à ce dossier. On a l'impression qu'on a un ministre ou une ministre de la Santé qui se contente de dire qu'il y a des structures ouvertes qui reçoivent les gens et que les gens, finalement, sont abandonnés à eux-mêmes, ce qui revient à la troisième remarque sur, finalement, l'offre médicale. Le problème de l'offre médicale, on a une offre publique et on a une offre privée. Le problème, c'est en fait comment on met, il ne s'agit pas de les confondre, mais comment on crée des protocoles de complémentarité entre ces différentes offres publiques et privées. Bien, le reportage, mais aussi l'action
l'accent sur quoi? Le reportage met aussi l'accent sur l'absence, quelquefois, des matériels dans certains hôpitaux, aussi sur les personnels qualifiés. Une des questions fondamentales, et à mon avis, qui semble ne pas traverser la tête des dirigeants africains. J'ai l'impression que la santé n'est pas considérée, en effet, comme un bien collectif. La santé, en effet, vient comme ça se superposer ou se poser sur le développement. Or, on établit, il y a des travaux qui ont parfaitement établi qu'une population en bonne santé est une population qui réfléchit, est une population qui travaille correctement. On a l'impression que quand on regarde les reportages, il ne s'agit pas ici d'accuser pour accuser, mais il s'agit en fait de mettre l'accent sur les points focaux pour que les choses avancent. Or, autour de ces choses qui sont déséquilibrées, il y a un problème d'organisation. On a les possibilités, les moyens de le faire. Alors, ce qui manque peut-être, c'est la volonté politique et la volonté technique. Car en effet, il y a une sorte de déphasage entre les politiques formulées par les ministres et la réalité sur le terrain. Nadia, est-il admissible qu'aujourd'hui, plus de 50 ans après les indépendances, on en soit à ce constat, un manque de personnel médical qualifié pour couvrir les besoins des populations toujours de plus en plus importants? Oui, ben, vous avez tout à fait raison, c'est inadmissible en effet, mais bon, je ne sais pas si vraiment on peut formuler la chose de cette manière-là, parce que nos deux éditorialistes ont mis quand même l'accent sur des points importants, sur l'organisation qui n'y est pas, sur le fait qu'il y ait des problèmes encore de planification de la santé, sur cette volonté qui n'est pas vraiment lié aussi aux moyens financiers, mais à une réflexion globale sur le système de santé d'un pays et sur l'apport pour sa population. Peut-être que ce n'est pas dans la ligne de mire de certains, parce que aussi pendant très longtemps, on n'a pas, conditionné par exemple certains prêts à l'amélioration des idées de ce qu'on fait aujourd'hui, les INDH, ce qui jusque-là ne rentrait pas en compte. On voit bien qu'il y a aussi, il faut quelque part, je ne veux pas dire, donner un petit peu une carotte, mais parfois j'ai l'impression que s'il n'y a pas d'incitation, les choses ont du mal à se faire. Parce qu'il y a des choses qui sont illogiques. On voit les manques en termes, par exemple, de personnel de santé, et on voit d'un autre côté les taux de chômage des jeunes qui sont très importants. On voit une jeunesse qui a du mal à trouver sa place dans la société et qui souvent n'a pas l'accès à certains types de formations. Donc à un moment, il faudrait peut-être aussi faire une adéquation, ouvrir un peu plus le système médical à la grande masse de la population et peut-être former plus d'aides-soignants, de sages-femmes, d'infirmiers, leur permettre justement d'avoir accès à ce type de formation pour combler un manque, et puis aussi ouvrir le numerus clausus dans certaines facultés de médecine qui fonctionnent un peu, qui fonctionnent un peu comme en France. Donc il faut réfléchir autrement. Après, sur la couverture universelle, les pays qui l'ont mis en application, ça fonctionne plutôt pas mal. Au Maroc, ça fonctionne. Le Rwanda, ça a très bien fonctionné. Le Bénin se lance aussi dans la chose. Les pays qui ont avancé sur ces questions-là ont aussi enclenché derrière toute une mécanique, toute une dynamique autour de la place de la santé dans la société de leur pays. Il y a un phénomène aussi qui est un peu étonnant, c'est qu'après des périodes de recensement dans certains pays, on s'est rendu compte qu'il y avait des centaines de médecins au chômage. Comment est-ce possible? Oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il y a un décalage à la fois entre une offre publique en matière et une demande, en fait. Ce décalage, il est peut-être au fait qu'il y a une absence de planification qui se fait, premièrement, et deuxièmement, il y a aussi cette volonté, quelquefois, pas toujours le cas, de certains médecins qui préfèrent rester, j'allais dire, à la maison ou attendre une offre beaucoup plus importante des cliniques privées plutôt que d'aller travailler dans le secteur public, dont on sait effectivement qu'il manque pas mal de trucs, pas mal de choses, on l'a dit, concernant les personnels, concernant les médicaments, concernant les appareils. Je crois qu'un des véritables problèmes, c'est une réflexion globale, mais aussi sectorielle, c'est-à-dire faire dans cette offre que l'on veut homogène, bien distinguer en effet ce qui doit appartenir au quartier, les dispensaires bien entendu, mais encore faut-il apporter des médicaments, apporter des réponses en termes de personnel, et ce qui doit faire appel à des pathologies beaucoup plus importantes comme les CHU. Bien. Vous voyez, assez bizarrement, la médecine n'est pas simplement là économique, mais c'est aussi politique. Parce qu'un pays, en effet, qui n'entreprend pas de soigner sa population, c'est un pays, bien entendu, qui fait un choix bizarre en matière de développement économique. Que pensez-vous de l'analyse de Lucien Djemal?
C'est sans doute vrai, mais je ne connais pas beaucoup de cas de beaucoup de médecins au chômage sur le continent africain, encore que je ne les connais pas tous un à un. Mais ce n'est pas, à mon avis, le problème le plus criant. Le problème le plus criant, c'est le salaire des médecins. Et donc, ils vont tous pantoufler dans le privé, pour une raison simple. Voilà, c'est une raison simple, c'est qu'ils sont mal payés dans le public. Et donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un à ce niveau-là, d'avoir un sens de la patrie et du sacrifice tellement élevé qu'il ne soit pas capable d'élever ses enfants au détriment donc de sa carrière, de ce qu'il est capable de faire dans le privé. Et donc ça, c'est une chose qui est réelle. Et les pouvoirs publics dans nos différents pays doivent naturellement poser cette question-là. Tout n'est pas mauvais. Et donc, on ne peut pas dire que depuis les indépendances, rien n'a été fait. Chacun de nous connaît ici sur ce plateau, mais au-delà, la situation de son village, il y a quelques années aujourd'hui, on sait qu'il y a désormais des médecins. Moi, quand j'étais petit dans ma ville natale de Mauritanie, je connaissais des Chinois, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des médecins mauritaniens qui assurent donc le centre de santé. Il y avait un centre de santé assez précaire, il y a aujourd'hui un hôpital relativement important. Et donc, l'administration coloniale française, pour ce qui nous concerne, nous, pays francophones, n'a pas tellement installé dans le domaine de la santé, à part 2 ou 3 pays. Et donc, tout a été fait à partir de zéro. Il y a, de mon point de vue, un problème réel. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de prévention. Et donc, le ministère de la Santé ne s'appelle pas non plus le ministère de la Prévention. C'est un problème qui ne se pose pas qu'au continent africain. Les drogues, les alcools et les achats en France sont quand même assez légion. Et ça tue, et tout le monde sait que ça fait partie des facteurs qui plombent la sécurité sociale. Et donc, l'un des problèmes que nous avons, c'est celui-là. C'est qu'il n'y a pas de prévention. Deuxièmement, c'est que nous ne diagnostiquons pas toujours et nous n'adoptons pas toujours notre offre de santé à partir des problèmes de santé primaires que nous avons. Tout le monde sait, et j'ai vu que les Mauritaniens ont créé un centre d'analyse du diabète et de l'hépatite C parce que ce sont 2 problèmes. Et donc, il y a là des questions de santé qui sont propres à chacun des pays. On ne se nourrit pas à Brazzaville comme on se nourrit à Dakar. Et il y a des problèmes qui se posent encore une fois. Merci, Djemal. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. En Égypte, Ibrahim Malab, nommé chef du gouvernement de transition. Un nouveau cabinet de ministres sera prochainement désigné. Avec une économie vacillante et une situation sécuritaire plus que précaire, le défi s'annonce difficile. Et puis, point presse du gouvernement camerounais ce mardi. Au centre des discussions, la libération de Titus Edzoa et Michel Thierry à Tangana. Les 2 hommes accusés de corruption bénéficiaient d'un décret présidentiel accordant des remises de peine à 24 000 prisonniers. L'Africa Newsroom continue après la pause. À suivre notre page économie. À tout de suite.